Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de l'émission Fan du crédit. Et donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu différemment. On va être sur une interview et j'ai le grand plaisir d'accueillir Philippe Crevel. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, je vais vous laisser la place de vous présenter et puis de présenter l'organisme. Alors, on en plaisantait en arrivant. On dit think tank parce que ça permet de simplifier la vie et d'aller très vite, mais vous me donnerez votre définition française du cercle de l'épargne. Alors, la raison de votre présence ici, c'est pour faire un point sur l'évolution du financement professionnel et du marché des entreprises. On était parti sur un bilan 2025 et une projection un petit peu. Puis on va surtout se concentrer, je pense, sur 2026 parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de prise. Et voilà, donc ça restera ce que des projections doivent rester, c'est-à-dire un avis avec une possibilité aléatoire d'erreur. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir de vous recevoir en tant qu'économiste réputé. Et donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, je vous l'ai promis, je vous laisse vous présenter et présenter le Cercle de l'épargne. Merci Bruno pour cette présentation. Alors, je suis économiste, nul n'est parfait. J'ai comme mission à la fois de décrypter l'économie, de l'analyser, et puis de temps en temps, de faire des prévisions. Et là, ça devient évidemment extrêmement dangereux, surtout dans une période de très forte incertitude. Et donc, évidemment, la marge d'erreur est importante. Et d'ailleurs, je dis souvent, pourquoi les Pitty, les devins ont inventé les économistes ? C'est pour se sentir moins seul. Oui, enfin, on va espérer que ça ne soit pas Cassandre qui et le devenir. Et donc, vous m'avez parlé du Cercle de l'épargne. Cercle de l'épargne que j'ai l'honneur de diriger depuis une dizaine d'années. C'est un centre d'études et de réflexion. Ça peut être un think tank en langage anglo-saxon. Et donc, on fait des études sur tout ce qui concerne l'épargne, la retraite, la prévoyance, des indépendants, des salariés, de l'ensemble de la population. Et puis, évidemment, qui dit épargne, qui dit patrimoine, rapidement, on parle également crédit, et ça fait évidemment partie, on va dire, de notre champ d'investigation, et c'est donc avec plaisir que je vais répondre à vos questions. Eh ben, ce ne seront pas forcément des questions, ça va plutôt être tourné sous la forme d'un débat, mais merci en tout état de cause. Alors, le marché du financement professionnel, il y a deux choses. Premièrement, parce que le financement de l'entreprise permet normalement ses investissements et donc génère derrière l'emploi, la croissance, la richesse d'un pays et des salariés. Mais c'est aussi, dans le cadre de la Fédération du courtage en crédit, c'est aussi un marché potentiel, une cible de marché potentiel sur lesquels les intermédiaires en banque se positionnent et se positionnent de plus en plus. Alors, ça s'explique par le creux de la vague par rapport à l'immobilier, mais ça s'explique aussi parce que statistiquement, il y a de la place aujourd'hui. Donc, ce financement professionnel, les acteurs de l'intermédiation en sont finalement assez absents, encore aujourd'hui. Vous, qu'est-ce que vous constatez ? Parce que vous en suivez quand même quelques-uns. Qu'est-ce que c'est le financement des entreprises ? Alors, on va déjà commencer par se poser cette question. C'est un encours déjà de 2000 milliards d'euros. Pour faire un ordre de grandeur, le PIB de la France, c'est à peu près 3500, 3600 milliards d'euros. Donc c'est quelque chose quand même qui est assez important, 2000 milliards d'euros. Alors évidemment, ça prend différentes formes. Il y a deux grandes composantes dans le financement des entreprises. Il y a le côté crédit, et donc là on est sur une enveloppe de 1400 milliards d'euros, ce qui est pas mal. Ce qui est globalement à peu près le montant de l'encours sur les crédits aux particuliers en immobilier. À peu près. Et donc là, ça couvre évidemment l'investissement, ça couvre la trésorerie. Et puis, il y a un autre aspect, c'est donc ce qu'on appelle le financement par le marché, ou le marché des titres, donc essentiellement obligataire pour le financement des entreprises. Il y a un autre domaine qui se trouve un petit peu à la frontière des deux, qui se trouve un peu aujourd'hui sous le feu des projecteurs, c'est tout ce qui est financement à travers des fonds de non-cotés, de dettes non-cotées. Et donc, mais je crois qu'on va en reparler. Et donc, on va dire qu'il y a deux grandes composantes. Et puis, il y a ce qu'on est à la banque de l'ombre, le shadow banking, qui également émerge aujourd'hui, mais avec des volumes beaucoup plus faibles que les deux premiers, 1400, 700 milliards.
tout ce qui est forme un petit peu, on va dire, nouvelle, c'est 14 milliards d'euros d'émissions sur 2025. C'est un tout petit marché. Alors, 1400 milliards d'encours, sachant que on a l'habitude dans le monde de l'entreprise de le segmenter. On a la TPE, très petites entreprises, la PME, les ETI, entreprises de taille intermédiaire, et puis les GME, les grandes et moyennes entreprises. Alors, on imagine assez largement que les GME et les ETI, qui sont les plus grosses entreprises, sont aussi les plus gros consommateurs de ces enveloppes de crédit. Mais par contre, en nombre, elles ne sont pas forcément les plus nombreuses. Et quand vous parliez du recours au crédit non intermédiaer, des crédits de marché, là, pour le coup, elles sont effectivement plus présentes que les PME et TPE. Comment on organise ce marché ? Il est à peu près homogène, il bouge beaucoup. On a vu des choses beaucoup bouger avec le Covid, après Covid, etc. Il y a évidemment à la fois des différences en fonction des tailles des entreprises, et puis c'est vrai que ces dernières années, il y a eu des évolutions en fonction justement des modifications de la structure du marché. Alors sur donc les tailles, on va dire, d'entreprises, c'est évident que les TPE, les PME se financent quasi exclusivement par le biais bancaire. Les ETI, c'est beaucoup encore la banque et un petit peu donc les titres de marché. Les obligations, oui, c'est ça. Les obligations. Et puis les très grandes entreprises vont être évidemment beaucoup plus axées valeur de marché. C'est assez logique parce qu'elles ont un accès direct. Il faut savoir qu'au niveau, on va dire, l'ensemble du marché, on est à 65-35, 65% financement par bancaire, 35% financement donc de titres. Mais si on va évidemment sur les PME, c'est plutôt du 90-10, et de l'autre côté, on va être plutôt à 40-60, 60 pour le financement de marché. Donc on voit bien qu'il y a une différence majeure en fonction de la taille des entreprises. Après, l'évolution ces derniers temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment, on sort d'une séquence très particulière avant de rentrer dans une séquence très particulière. Donc, nous avons... Je crois qu'on les enchaîne depuis quand même 7-8 ans. Depuis le Covid, nous avons l'habitude de passer d'un choc à une crise à un choc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu donc une période extraordinaire de taux très faibles. Taux, on va dire autour de 1%, ce qui avait favorisé évidemment le développement du crédit. Certains ont même dit un peu trop, en particulier dans l'immobilier, ça concernait les particuliers, ça pouvait concerner un peu les entreprises. Et puis, il y a eu une vague inflationniste liée à la guerre en Ukraine et également au Covid, qui a entraîné un changement majeur de la politique monétaire des banques centrales, qui sont passées d'une politique accommodante à une politique beaucoup plus stricte. Les taux d'intérêt, les taux directeurs des banques centrales sont passés du négatif à peu près 4, voire plus de 4% en quelques mois. Ça a été une barrière d'un seul coup. Et évidemment, la conséquence a été une décrue très forte des crédits à l'investissement. Et ce sont surtout les PME et les TPE qui ont été les plus touchés, parce que les plus exposés, évidemment, au coût de financement par les crédits. D'autant plus que parallèlement, elles étaient, dans une sensibilité au risque économique qui s'était accrue aussi, parce que restrictions, décroissance ou moindre croissance, etc. Choc de coûts, augmentation de l'énergie, ralentissement économique. Donc évidemment que cela a fragilisé le tissu économique, même si il faut souligner que pendant la période Covid et la période guerre en Ukraine, les soutiens massifs des pouvoirs publics ont entraîné une très forte diminution du nombre de faillites, qui avait été divisé par 2 entre 2019 et 2023. Ça, c'est donc la séquence inflationniste. Depuis donc la fin 2024, début 2025, nous étions dans une phase de très forte baisse de l'inflation, avec un retour à la normale sur l'inflation, avec même un taux d'inflation au mois de janvier 2026, en France, qui était de 0,3%. La conséquence de cette décélération de l'inflation a été que les banques centrales ont légèrement baissé leur taux directeur, entraînant également la baisse des taux d'intérêt sur les marchés bancaires. On était à 4%, comme je l'ai dit, on est revenu à 2%. Donc ça a été une bonne nouvelle pour l'investissement. Et d'ailleurs, on a vu une petite reprise en 2025. Il y a eu un rebond de l'investissement, avec derrière, évidemment, le fait que les crédits des entreprises
dans l'investissement ont progressé. On était dans une hausse globalement autour de 2%, sachant que, petite constante depuis quelques années, c'est que le financement par titre, par marché, lui, augmente beaucoup plus vite que le financement intermédiaire bancaire. Parce qu'il y a évidemment aujourd'hui un engouement pour ce type de financement. Et d'autre part, les banques s'étant montrées un peu frileuses à un moment donné, les grands acteurs qui pouvaient accéder au marché se sont dit il faut y aller. Puis il y a des fonds d'investissement qui collectent une épargne massive, parce que en parallèle à tout ce que je viens de dire sur les taux d'intérêt, il faut voir que les Français mettent de l'argent de côté comme jamais. Donc c'est 18,3% du revenu qui est mis en épargne. Et donc cet argent qui est collecté par les assureurs en particulier, il faut bien le réinjecter dans les circuits, et les assureurs, comme d'autres institutionnels, utilisent des fonds d'investissement, des fonds de dette également, et financent donc les entreprises. Donc ça a fait diminuer un petit peu la part intermédiaire. Mais il y avait quand même une reprise marquée en 2025. Alors, oui, excusez-moi, mais on parle effectivement de cette manne financière qui existe. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être me faire l'avocat du diable ou avoir annoncé quelque chose qui n'est pas complètement vrai, mais en l'occurrence, elle est quand même détenue, non pas spécialement par l'ensemble des ménages, mais elle est tenue par une catégorie, et je ne fais pas de politique par rapport à ce propos-là, mais dans une catégorie d'épargnants un peu différents, et surtout par ces fonds d'investissement qui ont profité de ces taux d'intérêt négatifs pour pouvoir justement emprunter, réaliser des opérations, et qui du coup disposent d'une manne qui leur coûte pas cher, qui leur a pas coûté cher et qui leur coûte encore pas cher, et qui permet de faire des opérations d'opportunité aujourd'hui. Tout le développement de ces fonds d'investissement, de fonds non cotés, qui est lié, c'est vrai, au départ à la baisse des taux, et puis également à un soutien un petit peu des pouvoirs publics, qui ont encouragé ce mouvement de financiarisation, on va dire, des financements des entreprises, en disant que c'est ce qui se faisait aux États-Unis, donc il fallait un petit peu rattraper notre retard. Ça, c'est vrai. Bon, mais je dirais que... Globalement. Bon. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe ces derniers mois. Oui, parce que cette reprise dont on parlait dès 2025, pour certains marchés, elle est quand même plus orientée sur certaines activités, certaines typologies, certains secteurs d'activité. On sait très bien que la volonté de réindustrialiser a permis de débloquer des fonds pour pouvoir essayer d'accompagner ça, mais forcément, l'armement a également énormément bénéficié de cela, et puis des gros chantiers tels que l'aéronautique ont été également très producteurs. Ce qui n'est pas le cas forcément de tous les secteurs, notamment la distribution ou certains secteurs d'activité plus particuliers. Alors, évidemment, on est dans une période de changement, de mutation économique assez rapide. On a vu, évidemment, en sortant de la période Covid et après la guerre en Ukraine, la faillite d'un certain nombre de réseaux commerciaux, de franchises, en particulier dans tout ce qui est textile. Et donc, ça traduit évidemment des difficultés majeures. On a vu le nombre de faillites d'entreprises remonter. On est passé de 35 000 à 70 000 faillites en rythme annuel entre donc 2023 et début 2026. La fragilité de ces entreprises était effectivement un facteur aggravant, mais c'est aussi un changement de comportement potentiel des consommateurs. C'est-à-dire que ce confinement a fait exploser la vente à distance. Si vous soulignez ce problème de la vente donc en ligne, aujourd'hui ça représente à peu près 10 à 12% du marché du commerce de détail. C'était avant le Covid en France aux alentours de 7-8%. Alors on avait beaucoup de retard et on a encore du retard sur un certain nombre de pays. Donc aujourd'hui aux États-Unis ça représente à peu près 18%. En Chine, ça représente 27%. Mais la Chine n'avait pas le même réseau, on va dire, de commerce traditionnel comme on avait en France. Mais la France était en retard. Donc là, il y a une accélération liée au Covid et qui provoque évidemment, sur des réseaux de franchise en particulier, des difficultés majeures et des faillites. Donc ceci, évidemment, ça va continuer malheureusement parce qu'on est dans un processus qui est d'une montée en puissance du commerce en ligne et qui va certainement se poursuivre dans les prochaines années, mais à un rythme moins soutenu que les années précédentes. Donc ça, c'est un facteur numéro 1. Après, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Il y a évidemment un engouement pour tout ce qui est lié à la haute technologie, à tout ce qui est évidemment l'intelligence artificielle, les data centers. Et donc, ces data centers ont besoin d'argent, donc collectent sur les marchés,
collègue également sur le crédit donc bancaire. Et donc ça, c'est un acteur majeur actuellement sur le financement. Il y a des secteurs comme l'aéronautique, comme l'armement, comme vous l'avez signalé, évidemment, qui sont aujourd'hui importants. Il y a d'autres secteurs, le service aux entreprises, par exemple, qui fonctionne très bien. Il y a également tout ce qui est, on va dire, services domestiques, les services à la personne, qui se structurent, qui s'organisent. Il y a également tout ce qui est lié, évidemment, au tourisme, parce que la France est un pays largement touristique, avec aujourd'hui une offre qui se renouvelle, qui se développe, en particulier tout ce qui est hôtellerie, et qui est aujourd'hui, donc, est un grand acteur sur le financement par crédit. Il faut acheter les hôtels, il faut les moderniser, il faut les restructurer. Et donc ça exige de l'argent. Et il y a souvent des opérations de crédit bancaire derrière tous ces changements au niveau donc, de l'hôtellerie. Alors, faillite, oui. Alors, vous a donné quand même des explications, puisque comme on avait soutenu le tissu des entreprises qui va s'en plaindre, sauf effectivement un recul aujourd'hui, de dire qu'on est peut-être allé trop loin à un moment ou à un autre, mais peu importe. Par contre, le rebond des faillites derrière, que ce soit, on met souvent en cause le remboursement des PGE, mais bon, c'est pas que ça, parce que finalement, on n'a pas consommé toute l'enveloppe qui avait été attribuée et une grosse partie a déjà été remboursée. Mais en l'occurrence, c'est surtout les entreprises les plus fragiles. Et puis, mais ce rebond, finalement, là, ce qui inquiète les autorités qui supervisent un petit peu cette évolution économique, notamment la Banque de France, nous disent, attention, oui, on est revenu au niveau d'avant le Covid, mais par contre, on est sur une tendance qui est plus lourde. Donc, est-ce que c'est effectivement sur un phénomène comme celui que vous évoquez, ou est-ce qu'on a aussi un autre phénomène qui est un phénomène de concentration d'entreprises, qui du coup est destructeur potentiel de certains emplois? Il y a évidemment plusieurs facteurs. Il y a un facteur de rattrapage. Les entreprises qui auraient dû faire faillite entre 2020 et 2023 ont réussi à survivre quelque temps grâce aux aides, et puis malheureusement elles sont rattrapées par les conditions de marché, par les conditions de structure, et elles font faillite aujourd'hui. Ça, c'est un facteur numéro 1. Donc il y a un phénomène de rattrapage. Il y a un phénomène de mutation économique. On est évidemment aujourd'hui donc dans des changements forts avec la digitalisation des activités. Ça concerne évidemment le commerce de détail, ça concerne également des activités bancaires, par exemple, le fait que le nombre d'agences diminue, que le nombre d'agents d'assurance diminue, et donc ça a évidemment derrière des conséquences pratiques sur de multiples activités. Donc on a une restructuration économique, plus un phénomène de compensation par rapport à la situation donc post-Covid. Et donc ça explique pourquoi aujourd'hui il y a donc une augmentation assez rapide donc du nombre de faillites, avec en plus, il faut y rajouter le contexte économique actuel, qui est une augmentation donc, des coûts de production liés à l'énergie. On a, avec la guerre au Moyen-Orient, eu une augmentation de 40% du coût du gaz, du pétrole, et pour certaines entreprises, c'est évidemment... C'est le poste principal, ou voilà, un des les postes. transports, évidemment, c'est évidemment, ou dans tout ce qui est agroalimentaire, c'est un poste important, et ça peut évidemment provoquer donc une faillite, malheureusement. Et donc aujourd'hui, évidemment, on a un contexte à la fois conjoncturel et structurel qui explique cette augmentation du nombre de dépôts de bilan. Alors, on évoquait tout à l'heure le rebond, la place très importante qu'occupent les nouvelles technologies par rapport à ce rebond d'activité, modéré, mais malgré tout bien présent. Est-ce qu'on a d'autres tendances qu'on avait anticipé ou commencé à voir arriver et qu'on souhaite voir se développer, je pense au recyclage, je pense qu'à la seconde main, je pense à tout ce qui est énergie renouvelable, etc. Est-ce qu'on est au rendez-vous de ce qu'on évoquait, ou est-ce que ça reste quand même encore marginal, sachant que pour beaucoup, on va dépendre, notamment dans les nouvelles énergies ou le renouvelable, on dépend encore beaucoup des importations de certains pays. Je pense à des matériaux ou à des matières premières, etc. Alors, vous soulignez deux sujets. Deux sujets en un. Il y a des nouvelles pratiques commerciales, en particulier chez les jeunes, avec l'idée où on achète une paire de sneakers, on la revend, ses vêtements, on les met sur Vinted, ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a des nouveaux comportements qui aujourd'hui se développent. C'était
déjà là, il y a 5-6 ans, mais ça prend de l'importance. Et des grandes marques, aujourd'hui, décident d'organiser un marché secondaire en interne. elles-mêmes un marché secondaire, et des très grandes enseignes le font. Ça peut être des entreprises du luxe même, ou des grandes enseignes dans le domaine sportif qui vont se lancer, on va dire, dans la deuxième main ou dans la seconde main. Et donc, on voit bien que c'est important. Ça leur permet de contrôler un peu ce qui se passe, et puis d'avoir justement de capter une clientèle, parce que d'occasion, vous allez acheter un vélo ou un jean, mais vous allez peut-être également en acheter un neuf en passant par là. Donc, sur le site ou aller chercher un accessoire qui a trait à ça. Etc. Donc, elles intègrent les nouveaux comportements pour faire leur business. Après, donc, vous soulevez évidemment la question de notre souveraineté ou indépendance par rapport à des projets, quoi. Tout à fait. Alors, la question, évidemment qu'on dépend encore beaucoup des hydrocarbures. On le voit tous les jours, malgré l'électrification du parc automobile, mais ça reste encore assez limité. Donc on est évidemment dépendant pour les transports, pour le chauffage, pour la production. On reste évidemment dépendant des hydrocarbures et donc de nos importations, parce qu'on produit très très peu de pétrole. Et en plus, au nom du principe de précaution, on a interdit tout ce qui est recherche de gisements et l'exploitation de nouveaux gisements en France. Donc, en l'état actuel des choses, ça risque pas de s'améliorer. Donc, avant de passer à l'électrification complète, il faudra plusieurs décennies, même s'il y a un plan du gouvernement en la matière pour accélérer un petit peu la tendance. Alors, cette notion, on ne va pas faire de polémique politicienne et économique par rapport à ça, ou industrielle, mais c'est vrai que l'électrification aujourd'hui, elle est quand même dépendante d'une capacité de production. Alors cette capacité de production, la France s'est beaucoup vantée pendant des décennies d'avoir une relative autosuffisance par le biais du nucléaire. On a vu toutes les tergiversations qui ont eu lieu ces dernières années sur ce parc, cette réactivation, ce renouvellement ou cet entretien du parc. Aujourd'hui, ça semble faire consensus quand même pour se dire que c'est une bonne chose que de pouvoir avoir cette indépendance. La souveraineté est un mot très à la mode en ce moment, énergétique. Est-ce que ça veut dire qu'on est capable d'imaginer qu'on ira pousser là-dessus? Parce que dans les énergies, et on parlait des énergies fossiles, des carburants, on a d'autres formes d'énergie dans lesquelles la France a déjà commencé à évoquer et avancer très fort, l'hydrogène, les énergies végétales, etc. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu en stand-by. Là, on est tous repartis sur l'électricité à un moment ou un autre là-dessus. Sauf que pour faire une batterie de voiture, il faut quand même du lithium et que le lithium, il n'est pas chez nous. Voilà. Alors, évidemment, toute voie en matière d'énergie, il y a toujours des problèmes. Il n'y a rien de simple, c'est la règle. Alors, l'électrification, évidemment, ça repose sur le fait que la France dispose d'un parc de centrales nucléaires important, que le président de la République a pris l'engagement d'en faire construire de nouvelles. Alors l'horizon est assez lointain, parce que c'est 2035, 2045. Oui, puis des capacités plus petites. Alors là-dessus, il y a encore un peu d'hésitation. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes largement excédentaires en production électrique. Mais on a des centrales qui vieillissent, donc plus elles vieillissent, plus elles coûtent cher. Donc ça, c'est un problème à prendre en compte. Et deuxièmement, on voit qu'on a des difficultés à réaliser les fameux EPR. On a vu ce qui s'est passé avec Flamanville, où il y a eu un léger dérapage un léger retard. Et un léger retard, une dizaine d'années. Et donc là-dessus, mais c'est un point fort de la France. Après, il y a plusieurs autres piliers. Il y a le pilier énergie renouvelable, éolienne, solaire. Ça, c'est un choix qui a été fait en Espagne, en Allemagne, de développer les énergies renouvelables. En France, on a donc une politique qui varie beaucoup dans le temps. On va dire, pour faire simple, que la gauche a plutôt été très favorable aux énergies renouvelables, qu'une autre partie de la classe politique n'y est pas du tout favorable, et donc ça freine un petit peu. On n'est pas, on va dire, parmi les leaders dans ce domaine.
dans les prochaines années, néanmoins, la part des énergies renouvelables devrait augmenter en France, puisque les projets qui sont en cours devraient arriver, en particulier les éoliennes en mer. Et donc, ça devrait aboutir à peu près donc, 25%, 30% de notre production d'électricité. En Allemagne, ils ont un objectif, c'est de dépasser les 60%. En Espagne, ils sont à peu près à la moitié en énergie renouvelable. Quand il fait beau, oui, quand il y a du vent. Les autres modes d'énergie, vous avez soulevé l'hydrogène. Alors, intéressant, mais très difficile à maîtriser, très difficile à stocker. Et d'autre part, qui peut être très coûteux à produire également. Et en plus, il faut de l'énergie pour la produire. Donc, on rebondit sur les centrales nucléaires ou on va pas prendre du gaz ou du pétrole pour faire de l'hydrogène. Donc, la filière hydrogène reste encore à construire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de promesses en la matière et puis il y a peu de réalisations. Il y a un domaine où, en revanche, on a un petit peu abandonné. Ce qui est dommage, c'est tout ce qui est hydroélectricité. La France a de fortes capacités encore d'installer des barrages électriques, mais là, il y a des problèmes environnementaux et des problèmes d'autorisation. Et donc là, on n'exploite pas notre potentiel. Après, tout ce qui est biomasse, alors là, c'est sujet à des débats sur est-ce qu'il faut donc produire au niveau agricole des produits pour après les transformer en énergie, sachant que en termes de coûts, c'est assez élevé, et puis qu'en termes de bilan carbone, certes, c'est bon dans un premier temps, mais ça peut être mauvais dans un second. Donc là-dessus, il y a tout un débat. Alors, on parle de financement, et puis sources pour accompagner la croissance ou la réindustrialisation, etc. Est-ce qu'on n'est pas plutôt aussi, en tout cas c'est ce que certains réclament, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une voie de réflexion sur la déconsommation, c'est-à-dire la baisse de la consommation? Alors ça passe par des éléments moins énergivores, mais ça passe aussi par une refonte ou une réflexion sur une modification de nos comportements consommateurs. Et du coup, si des schémas de croissance économique ont été construits sur plus de croissance, est-ce que ce sujet-là va pas aussi pêcher pour pouvoir accompagner? Est-ce qu'il ne faut pas accepter qu'on va avoir une baisse de la croissance, voire même de la destruction par rapport à ça? Alors là, moi, je suis extrêmement sceptique. Parce que quand on me parle de décroissance, c'est très bien. Ça peut être très bien pour le climat, ça peut être très bien pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Et puis on peut se dire on a trop, on gaspille, et puis on n'a pas besoin d'avoir le dernier gadget, le dernier iPhone, la dernière montre connectée, etc. Ah oui, ça je peux l'entendre. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas seul. Oui, puis c'est surtout bien pour les autres. Pour soi, c'est plus difficile déjà, au-delà du salon, etc. Et puis, d'autre part, s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de revenus. S'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas d'impôts. S'il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de prestations sociales. Il n'y a pas de santé. Et donc, on voit bien d'ailleurs aujourd'hui qu'avec une croissance qui est de 1%, la bonne année, c'est 1% maintenant en France. On souffre le martyre. On a un déficit public de 5 points de PIB. On a une dette de 3 300 milliards d'euros qui nous menace. Si on ne retrouve pas de la croissance, on va dans le mur. Parce que demain, avec la théorie de la décroissance, c'est très simple. Il faut diminuer les pensions de 20%. Je pense que le candidat pour l'élection de 2027 qui dit « c'est très clair, mon programme est le suivant, on va diminuer les pensions de 20%, on va augmenter les impôts de 15%. » Je lui souhaite bien du courage. On a vu qu'un président de la République qui avait osé diminuer l'APL, l'allocation pour le logement, personnalisée pour le logement, de 5 €, je crois, de mémoire, a été rapidement impopulaire. Et d'ailleurs, il a dit après que c'était une des mesures qu'il regrettait le plus parce qu'il avait compris que c'était vraiment une mesure très sensible sur le point de vue de l'opinion. Donc la décroissance, c'est de la théorie. La pratique, c'est un peu plus compliqué. Et puis d'autre part, on a, nous, les Français, mais globalement l'ensemble des Occidentaux, voire même les Chinois, on a des problèmes simples. On a une augmentation du nombre de retraités, 17 millions de retraités aujourd'hui, 23 millions au milieu du siècle. Plus on a de retraités âgés, plus les dépenses de santé vont augmenter. D'autre part, on a un problème de défense. Les États-Unis, on ne peut plus tellement faire confiance, donc il faut qu'on se réarme. Donc il faut faire passer le budget du ministère de la Défense de 60 milliards à 100 milliards. Si d'autre part, on pouvait un petit peu augmenter quand même les dépenses d'éducation, parce qu'on ne veut pas dire que nos jeunes soient toujours très très bien formés,
Si d'autre part, on pourrait dire que les collectivités locales ont besoin également d'argent pour l'aide sociale et pour faire les routes, on voit bien que les murs, c'est plus un mur de Berlin, on va faire 4 fois la hauteur du mur de Berlin pour le financement de tous ces domaines. Et donc, on a un vrai problème de croissance. Il faut avoir de la croissance. Si on n'a pas de croissance, c'est pas possible. Alors, on a évoqué assez largement, effectivement, ces différents pans de l'économie. On va se recentrer un petit peu sur le financement. On l'évoquait tout à l'heure sur la dette privée. Ça a fait l'objet dans les différents médias ces dernières semaines d'alertes relayées de la part d'organisations ou d'organismes de supervision, y compris internationales, parce que ça ne touche pas que la France. Ça correspond exactement à quoi? On a peur de quoi là-dedans? On a peur que ce soit les fonds de pension ou ces organismes institutionnels qui soient défaillants, ou est-ce qu'on a peur qu'ils doivent faire face à leur réinvestissement qui serait défaillant aussi, ou qui n'aurait pas le rendez-vous estimé ou espéré? Depuis une dizaine d'années, et surtout depuis donc cette période, en fait, des taux d'intérêt très faibles dont on a parlé il y a quelque temps, s'est développé, on va dire, toutes des structures de financement des entreprises qui échappent aux règles traditionnelles du financement bancaire. Donc ce sont des fonds qui peuvent évidemment lever de la dette en jouant sur les marchés, et qui peuvent également collecter de l'épargne auprès de particuliers, et qui vont reprêter aux entreprises. Ce n'est pas forcément des fonds de pension. Les fonds de pension ont plutôt une gestion sur du long terme. Là, on est plutôt sur des fonds, on va dire, de moyen terme. Ces fonds, donc, proposent des rendements qui peuvent être assez attractifs pour le particulier ou pour les institutionnels qui prendraient des parts, du 6-7%, voire plus, qui peuvent être proposés. Et pour les entreprises qui sont financées, évidemment, c'est hors champ de contrôle de la banque. Donc ce sont parfois des entreprises qui ont des difficultés, qui, à défaut de pouvoir trouver de l'argent auprès de leurs banquiers, recours à ce système de financement. Donc, ce sont des entreprises fragiles, et évidemment, le fonds va exiger des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Et donc, ça va pouvoir, évidemment, ça peut avoir comme conséquence de fragiliser encore davantage plus, donc, l'entreprise en question. Au niveau mondial, ces fonds représentent près de 2000 milliards de dollars. Donc, c'est une taille conséquente. C'est surtout développé, évidemment, dans les pays anglo-saxons, États-Unis, mais en France, qui, jusqu'à une date récente, c'était quelque chose de marginal, on constate que ça se développe. La croissance de ce type de financement hors marché, on va dire, hors marché bancaire, hors marché de titres, ça a augmenté de 75% en 2025. Donc c'est assez rapide. Et c'est lié au fait qu'il y a cet engouement pour tout ce qu'on appelle le non-coté. Alors, il y a des fonds non cotés qui vont investir dans des parts d'actions, en fait, d'entreprises, mais il y a des fonds spécialisés sur de la dette privée, et donc qui sont proposés aux épargnants, qui peuvent le loger dans des contrats d'assurance vie, sur des comptes titres, et avec des taux un peu alléchants, et ce qui explique évidemment ce développement. Alors, quels sont les dangers qu'il y a derrière? On a un petit peu évoqué. Il y a le problème de l'opacité, parce que, évidemment, c'est hors marché, c'est hors réglementation. Alors, je ne dirais pas complètement, parce que justement, il y a eu le rapport du Fonds de la stabilité financière sur le sujet, il y a la Banque de France qui regarde ça avec attention, il y a le FMI qui regarde, mais néanmoins, ça ne fait pas partie, on va dire, c'est pas soumis aux règles du crédit. Et puis, il n'y a pas des obligations de transparence. Puis, c'est pas réinvesti non plus dans l'économie réelle, en plus. Ça, si, ça peut être investi. Non, ça peut être investi. Faut pas être, non, moi, il ne faut pas être négatif complètement. Ça peut être investi. Donc, non, parce que le fonds peut prêter de l'argent à une entreprise qui va investir. Non, simplement, c'est pas soumis aux mêmes règles. Et donc, ce qui peut être intéressant pour l'entreprise, mais en revanche, ça fragilise évidemment le système. Dans le sens où, si l'entreprise est défaillante, le fonds peut être en difficulté. Et c'est là où ça se complique. C'est que parfois, le fonds se refinance auprès de banques. Ou que les banques mettent de l'argent dans le fonds. D'accord. Donc on peut... Et là, ça ressemble un peu à ce qu'on a connu avec les subprimes. C'est la même règle. Parce qu'on titrise les fonds.
Et vous avoir donc avec des jeux croisés. Et donc là, la Banque de France dit attention, danger. Parce que s'il y a beaucoup de défauts de paiement, c'est l'ensemble de la chaîne jusqu'aux banques qui sera mis en cause. Donc ça, c'est le problème de la transparence et du défaut. Il y a un problème également de liquidité. On promet aux épargnants. Vous prenez donc des titres d'un fonds non coté, on vous dit c'est liquide, c'est parfait, il y a du rendement, etc. C'est liquide, c'est pas comme une action qui est cotée au CAC 40. Hein. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui reprenne la part. Il faut que donc ce soit la banque ou un autre épargnant. Et si le fonds il est en difficulté, il y a personne qui veut reprendre. Donc vous pouvez rester scotché avec quelque chose qui se casse la gueule très rapidement. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une vigilance sur tout ce qui est le shadow banking, en disant attention, ça commence à devenir un peu important et ça pourrait être un peu instable. On n'est pas, néanmoins, je tiens à rassurer, au niveau qu'on avait atteint sur les subprimes, où là, on était sur des montants bien plus élevés que ce qu'on connaît aujourd'hui sur ces types de financement non cotés à travers des fonds. Oui, alors sur les subprimes, on avait déjà, c'était un secteur d'activité bien défini. On avait complètement identifié la source du problème. Après. Oui, enfin, on l'a supputé déjà un petit peu avant. C'est la contamination et l'opacité derrière du contrôle qui ont posé un problème sur l'ensemble du marché. Alors, on voit effectivement ce sujet de la dette. Alors, la situation internationale, aujourd'hui, on l'a évoqué, elle évolue de jour en jour. D'ailleurs, au moment où on diffusera cette capsule, si ça se fait, il y aura plein de choses qui auront encore bougé. En ce qui concerne... à quoi doit-on s'attendre de la part des entreprises pour pouvoir faire face à cela ? Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Premièrement, on a une série de chocs extrêmement importants depuis 2020 et on a en face une certaine forme de résilience, de résistance du monde économique. On s'habitue à tout, ou presque. Et globalement, les résultats d'entreprises, en moyenne, évidemment, nous avons parlé des faillites, des défaillances. Mais si on regarde les résultats en moyenne des entreprises européennes et françaises, ils sont plutôt bons. Les entreprises ont une capacité d'adaptation pour faire face à ces chocs. Elles ont subi la guerre en Ukraine avec un choc énergétique majeur, parce que les prix du gaz étaient multipliés par 2, le prix du pétrole multiplié par 2. Avec la guerre au Moyen-Orient, on subit un deuxième choc pétrolier en moins de 5 ans. Et globalement, les entreprises, certes, c'est dur, elles ralentissent parfois un peu l'investissement. On le constate au début 2026 que l'investissement qui avait repris fin 2025 diminue un petit peu, mais il ne s'est pas complètement éteint. Et donc il y a toujours la volonté de croire que la situation économique va s'améliorer. Et puis il y a des objectifs, la digitalisation, la transformation des modes de production. Donc les entreprises continuent à investir, à emprunter, malgré des circonstances qui sont évidemment très difficile, incertaine, avec des évolutions au niveau géopolitique, difficilement appréciables sur la durée, mais que ce soit d'ailleurs en France, en Europe et aux États-Unis, il y a une certaine forme de résilience qui s'est instituée. On dirait tant mieux. Alors, vous avez évoqué ce sujet de la digitalisation, de l'industrialisation, excusez-moi. Alors, on a ces derniers mois, quand on rencontre des chefs d'entreprise au niveau de l'intermédiation bancaire, ce qu'on rencontre aussi, c'est les difficultés qu'ont les entreprises à trouver en fait les ressources nécessaires pour pouvoir procéder à ces modifications, à ces ajustements, à cette agilité qu'ils ont d'adaptation par rapport au contexte. Je pense notamment en France au sujet du travail, au sujet du recrutement. C'est pour les représentations patronales, c'est pour elles un vrai frein par rapport à ça. Est-ce que on est là aussi, je parlais tout à l'heure d'une modification de comportement, est-ce qu'on est dans un choc de comportement dans le rapport au travail entre les générations, et je ne parle pas simplement des nouvelles générations, et les besoins de l'entreprise qui sont ceux de l'adaptation et des profonds changements quand même par rapport à ça? Alors bon... On a toujours eu un problème en France entre... On est plus dans la sociologie, mais ça touche énormément l'économie. Oui, énormément.
Mais c'est vrai qu'on a un problème récurrent entre les entreprises et la main-d'œuvre. Alors, il y a plusieurs points à mettre sur la table. Il y a un premier point, c'est un problème démographique. On entre dans une nouvelle période. La démographie dans les prochaines années va être évidemment marquée par un vieillissement accéléré, avec un nombre de départs à la retraite extrêmement important. Nous sommes entrés dans la période des départs à la retraite des générations 1960. Ce sont les générations les plus nombreuses du baby-boom. C'est des générations entre 800 000 et 900 000 personnes par an qui vont prendre leur retraite. Et donc évidemment, ça c'est un choc important que les entreprises vont devoir subir. Un, c'est du départ de compétences. Parfois, ils se disent, tant mieux, le senior, il est parti. Mais, globalement, c'est quand même un départ de compétences. On en revient. On en revient. Et, de l'autre côté, on a des générations de moins en moins nombreuses qui rentrent sur le marché du travail parce qu'il y a une dénatalité. Et il faut savoir que le solde naturel de la France est devenu négatif en 2025. Plus de décès que de naissances en France, pour la première fois donc en 2025 depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ça va évidemment se reproduire. La population active, sans l'immigration, diminue. Et donc, évidemment, dans les prochaines années, ça va être de plus en plus difficile de recruter, parce qu'il va y avoir des pénuries de main-d'œuvre. Il y a déjà certains secteurs aujourd'hui qui sont confrontés à ce problème. Le tourisme en particulier, l'hébergement, la restauration, les services à la personne. Et cela risque évidemment de s'amplifier dans les prochaines années. Donc ça, c'est un problème démographique. Et la question de l'immigration qui fait débat dans la population, dans l'opinion, ça va pas être facile à trancher. Et on voit que l'Italie a dû adapter un petit peu entre la politique ses règles et ses habitudes, donc la première ministre et les réalités économiques. Il y a eu de l'adaptation. Et donc en France, ça va être compliqué. Autre aspect que vous avez souligné, c'est le problème de la formation. La France a toujours un problème de formation de ces jeunes. On a un taux de chômage des jeunes qui est supérieur à 21%, c'est 6 à 7 points au-dessus de la moyenne européenne. Et on a un deuxième problème, c'est que le nombre de jeunes, la proportion de jeunes qui sont ni en formation, ni en emploi, c'est plus de 12% en France. Là, pareil, c'est 6 ou 7 points au-dessus de la moyenne européenne. Donc là, évidemment, c'est un problème de notre système de formation éducatif. C'est une évidence. Et ça, évidemment, c'est extrêmement préjudiciable pour l'économie. Après, il y a un problème d'employabilité des jeunes, il y a un problème d'employabilité des seniors. En France, on part tôt à la retraite, il faut savoir qu'à 62 ans et 9 mois, qui est l'âge légal de départ à la retraite, il y a déjà la moitié des Français qui sont déjà partis, à 62 ans et 9 mois. Entre les fonctionnaires qui sont dits d'actifs, entre les pré-retraites, même si elles n'existent plus réellement, il y en a encore dans les entreprises. Donc on a un taux d'emploi chez les seniors faible. Ce qui fait qu'il y a peu de personnes qui travaillent en France par rapport à nos voisins. On a un taux d'emploi. Un taux d'emploi, c'est le nombre de personnes qui est en âge de travailler qui a réellement un emploi. C'est 69% en France. C'est 78% en Allemagne. C'est plus de 80% aux Pays-Bas et dans l'Europe du Nord. Si la France avait le même taux d'emploi que ces pays, si on ne faisait pas de bêtises, on n'aurait pas de déficit public. Donc on voit bien que l'enjeu de l'emploi est majeur. Alors, une fois qu'on a dit ça, parce que ça c'est assez macro, ça ne règle pas le problème de l'entreprise au niveau local. Il y a un problème d'employabilité, on voit avec les jeunes, on voit avec les seniors. Il faut à un moment donné que on va dire, ça se rapproche. On peut pas, les entreprises ne peuvent pas dire tout le temps, les gens ne savent pas travailler. Et puis ceux qui sont au chômage ne peuvent pas dire c'est de la faute des entreprises. Et donc il faut que chacun y mette un petit peu d'eau dans son vin, comme on dit, pour faire converger, car sinon on est sur un blocage complet. Enfin, le blocage il y est d'ailleurs, parce que ça fait 30 ans qu'on répète la même chose sur le sujet. Mais c'est vrai qu'il faut faire converger. Le développement de l'apprentissage avait permis ce rapprochement. Les mesures ont un petit peu durci l'apprentissage. Alors, il y avait eu quelques effets d'aubaine. On faisait payer, on va dire, par l'État de l'apprentissage qui n'en était pas réellement, surtout quand ça concernait des diplômés de l'enseignement supérieur qui auraient pu trouver un emploi. Mais l'apprentissage, en revanche, est une façon, évidemment, de favoriser l'employabilité, en particulier des jeunes.
Sauf qu'au-delà de l'impact financier et économique du coût auprès de la nation par rapport à ça, il y a aussi la capacité des gens dans les entreprises à former, à accompagner et à vraiment... Vous évoquiez les charges ou les missions qui étaient données à ces apprentis, mais il y a aussi l'accompagnement qui prend du temps, qui fait baisser la productivité. Quand on rajoute un apprenti, c'est pas autant de pourcentage de productivité supplémentaire, ça gomme une partie de la productivité du tuteur. Vous soulignez quelque chose de très intéressant. La baisse de la productivité en France entre 2017 et 2023, c'était en grande partie lié à l'augmentation de l'apprentissage. Donc c'était, macroéconomiquement, on a vu l'impact, l'effet du développement de l'apprentissage. On est passé de 300 000 apprentis en France à 1 million. Et donc, il y a eu un effet... Mais je préfère quand même quelqu'un qui est en apprentissage que quelqu'un qui est au chômage, à noter. Et deuxièmement, c'est un point important. Je trouve que les entreprises, en France, ne savent pas gérer les nouveaux. Les jeunes femmes et les jeunes hommes qui viennent travailler dans l'entreprise ne sont pas suffisamment encadrés, pas suffisamment, donc, je dirais, câlinés, et donc parfois un peu jetés donc, dans la fosse au loup. Et donc ça entraîne beaucoup de frustration, beaucoup de perte de valeur, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui traiter... voilà. On ne peut pas demander à un jeune qui sort du système éducatif... Et il ne faut pas mettre en disant « c'est la faute du système éducatif ». Le système éducatif, il n'est pas là pour préparer à un emploi type une personne. Il est là pour former, on va dire, sur des compétences, sur des réflexions, sur de l'analyse. Et donc là, il faut que les employeurs comprennent que c'est à eux également d'accompagner les personnes qu'ils emploient de telle façon qu'ils puissent être productifs. Est-ce que c'est pas un problème, et je vais en finir sur ce côté macro, est-ce que c'est pas un problème sociologique en France, pas simplement de l'accueil des jeunes ou des entrants dans le marché, parce qu'on pourrait aussi avoir des reconversions qui vont être nécessaires par ailleurs, et sur lesquelles on n'a pas plus de capacité d'accueil, mais tout simplement, c'est que l'environnement, l'écosystème, l'accompagnement par rapport à l'emploi est pas du tout pensé en France. On voit le même problème avec les capacités d'accueil dans les crèches, dans les haltes garderies. On voit le problème également sur simplement de déposer la voiture en entrée d'agglomération. Les parkings sont pas construits et sont pas conçus pour recevoir ça. Donc, est-ce qu'on n'est pas sur une dichotomie qui est justement, et là ça peut peut-être rejoindre, on rentrera pas dans ce débat, sur le sujet du lien entre la réalité économique, la volonté sociale et la gouvernance politique des décisions. Il y a évidemment un problème, c'est le rapport qu'on a mis au travail. La réduction du temps de travail à 35 heures a eu des effets extrêmement pervers, on le sait dans les hôpitaux. Et globalement, ça a eu comme conséquence que les entreprises ont essayé évidemment d'accroître la productivité par heure de présence, mais que ça aboutit à une certaine forme, on va dire, de perversité. Et puis, les effets pervers sont importants. C'est qu'on concentre sur une période très courte, et donc ça peut poser des problèmes sur tout ce qui est lié aux crèches. Et d'autre part, quand on a peu d'heures de travail, donc le peaufinement du travail, parfois... On le voit avec les 4 jours par semaine aussi. Et si on rajoute sur les emplois de service, parce que ça concerne peu ceux qui sont à travailler à la chaîne ou qui sont évidemment sur le terrain, mais le télétravail, etc. et tout, évidemment, ça renforce un petit peu plus la problématique. Mais donc, on a un problème, évidemment, de temps de travail en France et de volume de travail. On n'a pas suffisamment de volume de travail pour pouvoir remplir l'ensemble des missions, que ce soit dans les collectivités publiques ou que ce soit dans les entreprises. Et donc, on aboutit à des cotes mal taillées. Revenir sur les 35 heures, aucun gouvernement ne s'y est engagé réellement depuis donc un quart de siècle. Il y a eu quelques aménagements qui ont profité essentiellement aux très grandes entreprises à travers l'annualisation du temps de travail, mais peu aux PME et aux TPE. Je pense que, là, on est à quelques mois d'une élection présidentielle, l'idée qui fasse faire du donnant-donnant, ça veut dire on augmente le temps de travail et on augmente les rémunérations, parce que les rémunérations en France sont faibles, serait peut-être une solution, en disant on casse les 35 heures, mais en donnant la possibilité de faire 37, 38 heures, mais évidemment, ça s'accompagne d'une amélioration de la rémunération. Sinon, ce ne sera pas possible, à mon sens. Mais il faudrait évidemment revenir un petit peu en arrière, parce que d'ailleurs, il n'y a aucun de nos partenaires qui est allé sur les 35 heures. Donc aujourd'hui, on est évidemment dans une situation en termes économiques qui est compliquée, liée à une décision qui a été prise il y a un quart de siècle.
Alors un dernier mot avant qu'on se quitte, puisque le temps avance très vite et il est passionnant votre compagnie, mais en l'occurrence, sur ce sujet du financement des entreprises, est-ce que, à défaut, et on va partir du principe, voire du précepte, que rien ne va vraiment évoluer, et ça c'est un précepte qui peut être tout de suite battu en brèche à tout moment, notamment par le fait de quelques personnes dans le monde, mais en l'occurrence, est-ce que on peut imaginer qu'on aura cette période d'adaptation qui va se poursuivre sur un sujet de atone, c'est-à-dire qu'à périmètre égal, on ne va pas bouger davantage, ou est-ce que des modalités comme la digitalisation, l'IA, et puis aujourd'hui la vraie volonté de rebondir, parce qu'il faut aussi accorder ça aux entreprises françaises. Vous parliez de résilience, mais il y a aussi l'originalité, l'initiative des entreprises françaises. Est-ce qu'on peut aussi espérer qu'il y ait un rebond par rapport à ça dans ces domaines? Moi, je pense que les prochaines années, en ce qui concerne le financement des entreprises, il va y avoir beaucoup de changements. Il va falloir s'adapter. Il y a la digitalisation, vous en avez parlé. Évidemment, sur la distribution. On est digitalisation au sens large, parce que j'y mets aussi l'IA dedans. L'IA, et moi je vais aller sur le fait qu'on peut changer de monnaie. Qu'on peut avoir et qu'on aura 2029, a priori, c'est demain. L'e-euro, une monnaie digitale de banque centrale. Alors au début, ça va être assez limité. La Banque de France, la BCE, disent on va limiter à 3 000 € par particulier le fait qu'on aura un portefeuille numérique sur la blockchain qui nous permettra, donc en dehors de toute relation bancaire, de faire des opérations entre nous, etc. Une fois qu'on met le doigt dedans, ça peut vite... On ne reviendra pas. Voilà, on ne reviendra pas et le plafond explosera assez rapidement. Donc si on le fait, ça va créer une onde de choc terrible. Ça va être une mutation parce que ça va complètement changer les habitudes. Ça veut dire que les banques qui ont aujourd'hui une ressource à travers les dépôts vont devoir aller chasser la ressource. Parce que cette ressource partira sur la blockchain. Ça mettra évidemment de nouveaux acteurs dans la danse, parce qu'on pourra évidemment organiser des opérations avec la blockchain. Et donc les intermédiaires bancaires pourront directement gérer à travers la blockchain des opérations. C'est, en termes évidemment intellectuels, c'est difficile à appréhender quelles seront les conséquences... Ça va être un changement, un bouleversement systémique. Oui. Alors, vous allez me dire, là, je suis en train... Non, je partage votre avis. En Chine, aujourd'hui, les Chinois ont déjà un portefeuille en yuan. La plupart des Chinois, dans les grandes villes, déjà font des opérations sur la blockchain avec une monnaie digitale de banque centrale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la BCE réagit, parce qu'ils veulent imposer leur yuan comme la monnaie internationale. Et donc, si la BCE ne le fait pas, on risque d'être colonisé par, entre guillemets, par la monnaie digitale. Les Américains, eux, ont une autre vision. Ils préfèrent, on va dire, le Bitcoin et les stablecoins. Parce que Donald Trump, pour le moment, est opposé à la monnaie digitale de banque centrale qui considère trop... qui irait trop voir ce qu'on fait en temps réel et ce qui permettrait à la banque centrale de contrôler tout à chacun. Lui, il veut sa liberté pour pouvoir faire ses propres opérations dans l'immobilier, pour faire simple. Mais donc, on est évidemment à la veille d'une modification systémique des financements global de l'économie. Alors 2029, ça laisse 2-3 ans, ça se fera pas du jour au lendemain, très vite. Mais on peut avoir évidemment de nouveaux acteurs. On voit que le marché unique des capitaux souhaité par Mario Draghi, repris par la Commission européenne, c'est l'idée qu'on va supprimer les barrières qui aujourd'hui freinent la mobilité sur le financement, et donc la possibilité d'avoir un financement européen, ce qui signifie une facilité pour des acteurs non français de venir sur le marché. Ça commence déjà, Revolut et autres sont sur le marché, mais ça risque de s'amplifier. À défaut, ça permettra aux entreprises françaises d'être également plus fascinées, challengées et d'être également plus présentes à l'étranger. On a quand même des grands fleurons en France en la matière, mais on est évidemment devant des changements
important sur le financement des entreprises. Et on est juste au début. Donc c'est passionnant, mais évidemment, ça nécite... c'est anxiogène, mais passionnant. Ouais. Eh bien, écoutez, tout comme le débat, et merci pour cette interview, Philippe. Franchement, ça a été également très passionnant. On suivra avec attention tout ça. Je recommande à nos auditeurs et auditrices de suivre l'actualité du Cercle de l'Épargne et puis des publications de Philippe Crevel, qui ne publie pas que dans le Cercle de l'Épargne. Mais bon, on va respecter cela. Et dans tous les cas, merci vraiment infiniment de votre disponibilité. Quant à moi, chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission des Fans du Crédit. Fans de Crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.